Alors, pensez-vous sincèrement être charismatique? Je crois que je suis le roi, le messie. Je règne sur le rock'n'roll. J'apporte une révolution contre le gouvernement, contre la police, contre toute forme de société qui essaie de nous rabaisser et de nous restreindre de quelque manière que ce soit. Vous ne pouvez pas vous conformer. Bien qu'il ait été évolué dans un genre et une époque constamment entourée de controverses, Gigi Allen était à un tout autre niveau. Ses frasques, opinions et musique ont fait de lui une figure très controversée et discutée de la scène punk des années 80 et début 90. Aujourd'hui, plus de 25 ans après sa mort, Alan reste constamment cité dans le monde musical. Tout dans sa vie, son éducation et son art étaient étranges. Certains le décrivaient comme un génie, d'autres comme un dégénéré complet. Certaines personnes l'idolâtraient, d'autres le détestaient, non. Mais durant son bref passage sur Terre, nul ne pouvait détourner les yeux de Gigi Allen. Le premier indice que l'enfance d'Allen était loin d'être normale vient de son nom. Il est né Jésus-Christ, Allen le 26 août 1956 dans le New Hampshire. Ce nom seul devrait vous montrer que ses parents étaient assez étranges. Plus précisément son père, Merle Allen, qui affirmait que Jésus lui était apparu et lui avait dit que son nouveau fils serait semblable au Messie, d'où le choix de ce prénom. Cette enfance chaotique allait façonner Gigi en l'homme qu'il allait bientôt devenir, et c'est un élément clé de l'histoire. Le mieux pour évoquer l'enfance d'Alan et son père imprévisible est d'utiliser ses propres mots. Il a écrit un essai de 1200 mots intitulé « Les 10 premières années » qui détaille comme son enfance étrange et nous donne un aperçu de la difficulté de sa vie lorsqu'il était enfant. Mes 5 premières années ont été marquées par la maladie et la violence. J'ai vécu dans une cabane en rondin dans les bois du nord du New Hampshire avec mes parents et mon frère. C'était une vie très réelle, primitive, antisociale, sans eau courante, peu chauffée et d'une claustrophobie insupportable. Nous faisions bouillir de l'eau, lavions notre linge et nous nous lavions dans un petit lavabo ébréché. J'étais extrêmement malade à cause de l'asthme, luttant sans cesse pour respirer dans des conditions émotionnellement inconfortables, dans la cabane où la couleur des murs était celle des bandes de peinture qui s'écaillaient sans cesse. Nous vivions dans l'obscurité. Père haïssait la vie et la compagnie des autres. L'air environnant était étouffé par la destruction. Nous étions plus des prisonniers qu'une famille. Nous étions prisonniers de Père, et Père était prisonnier de lui-même. Dans cet essai, on peut voir que son père a rendu la vie de sa famille infernale, et sa mère, Arletta Gunther, s'inquiétait de plus en plus qu'il fasse quelque chose de radical à Gigi ou à son frère aîné, qui s'appelait aussi Merle. Elle a donc pris ses 2 fils et fui la cabane en rondin pendant que son mari travaillait. Arletta les emmenait d'une situation désespérée à une situation un peu moins désespérée. Gigi disait être attiré par un certain type d'homme qui compliquait souvent leur vie. Mais c'était toujours mieux que la vie turbulente qu'ils avaient tenue avant avec leur père. La mère de Gigi fit également changer son nom de Jésus en Kevin et inscrivit lui et son frère dans un lycée du Vermont. Au lycée dans les années 1960, Gigi et son frère Merle faisaient déjà des bêtises, annonçant leur carrière musicale chaotique. Alan a affirmé en interview que leur enfance était chaotique, riche en opportunités et dangers. Nous vendions de la drogue, volions, cambriolions des maisons, des voitures, faisions à peu près tout ce que nous voulions, y compris avec tous les groupes dans lesquels nous jouions. Les gens nous détestaient déjà alors. Pendant ce temps, Alan s'inspirait de groupes comme les Beatles, New York Dolls, Alice Cooper, Dave Clark 5 et Ramones. Merle et Gigi poursuivirent leurs activités illégales durant les années 60 et la plupart des années 70. Mais ces influences récemment allaient les amener à créer un certain nombre de groupes éphémères qui allaient les servir de modèles pour la musique et l'image de Gigi Allen. La discographie de Gigi Allen est vaste, mal produite, désordonnée, avec des pépites cachées tant, et de nombreuses bonnes chansons ratées dès le départ.
Il faudrait des heures pour détailler toute sa musique, mais ses premiers groupes sont essentiels à son histoire. À l'adolescence, on lit ça et Darsas, Alan a créé Little Sisters Date avec son frère, jouant surtout des reprises rock. Mais cela serait de courte durée, car les deux frères allaient bientôt s'intéresser au punk, influençant leur musique. Little Sisters Date a duré 1 an et était l'un de ses nombreux projets éphémères. Il a aussi fait partie de groupes éphémères comme Malpractice et Strip Search, son comportement chaotique ayant provoqué leur dissolution. Son travail avec les Jabbers fut probablement le facteur principal dans l'évolution d'Alan. Présent avec eux de 1977 à 1984, Gigi Allen et les Jabbers ont produit de la musique notable, surtout leur premier album Always Was, Is and Always Shall Be. Cet album, sorti en 1980, était un projet de 11 titres qui durait moins de 30 minutes, mais il y avait beaucoup de points intéressants à en retenir. La voix d'Alan paraissait bien plus saine que d'habitude. Les chansons étaient plus lentes, avec des éléments pop dans certains morceaux. Bien sûr, les paroles étaient parfois controversées et bizarres, mais cela n'était rien comparé à ce qu'il allait faire plus tard dans le monde de la musique. En fait, c'est l'une des rares fois où il semble que Gigi essayait vraiment de plaire à un certain marché ou public. Dans ces dernières années, Alan défiait et provoquait son public de nombreuses façons différentes, que ce soit en essayant littéralement de se battre avec eux ou en les confrontant avec ses opinions controversées ou sa musique difficile à accepter. Mais ce petit Gigi, clairement inspiré par les New York Dolls, semblait vraiment se soucier de la réception de sa musique, de sa qualité sonore et de son audience. Malgré quelques moments prometteurs, l'album est resté essentiellement inaperçu. Cela a peut-être éveillé une amertume chez Allen, rendant ses frasques plus extrêmes. Et en avril 1984, Gigi Allen et les Jabbers ont disparu. Cette période fut étonnamment réussie, et bien qu'Allen ait ensuite acquis une grande popularité et une image controversée, sa musique atteignit alors son meilleur niveau technique. La qualité n'a jamais augmenté après cela, et certains critiques et fans diraient que Teddy a que c'était pour le mieux, tandis que d'autres diraient chiant que c'était un exemple de son potentiel gâché. Quoi qu'il en soit, Alan était en route vers des périodes étranges et bizarres, et il allait y arriver avec ou sans la musique. Le propriétaire affirme que cela se produit dans toutes les grandes villes. La nuit dernière, c'était à Orlando, un événement inattendu en public. Au final, 2 hommes ont été arrêtés pour des accusations presque inimaginables. Shepard Smith de Newsnight 6 nous rejoint en direct devant le club Spacefish sur Church Street pour un reportage exclusif. Michel, il faut avertir que ce que vous verrez et entendrez est explicite, mais c'est la vérité. C'était hier soir au club Spacefish derrière moi. Gigi Allen et les Murder Junkies jouaient dans un club qui, selon eux, se vante d'offrir des spectacles très avant-gardistes. Des gens ont payé 7 $ pour regarder un homme déféquer dans sa propre main alors qu'il était nu. Et ce n'est que le début. Les Jabbers se sont peut-être séparés, mais Alan était plus actif que jamais sur la scène musicale. Ses frasques devenaient de plus en plus extrêmes, et sa consommation de drogue devenait intense. Ces 2 aspects ont sans doute créé un moment déterminant dans sa carrière. En 1985, lors d'un spectacle dans l'Illinois, Alan a pris plusieurs laxatifs et, pendant sa performance, il a déféqué sur scène. À ce moment, la foule était passée de 125 à 20 personnes. Ce petit public choqué s'est précipité vers la sortie aussi vite que possible. Les propriétaires et la sécurité ont essayé de l'arrêter, mais sans surprise, personne ne voulait s'approcher du psychopathe couvert de merde qui lançait maintenant ses excréments sur chaque pauvre spectateur à sa portée. Alan et son camarade ont fui, mais ont été arrêtés plus tard. Bien sûr, cela devait être un cas isolé, vu la réaction de la foule, l'arrestation et l'impact dévastateur sur la carrière de Gigi. Mais non, ce n'était que le début.
Gigi adorait cette réaction et en voulait encore plus. C'était la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça, mais il allait continuer à le faire de nombreuses autres fois, partout dans le pays. Ses pitreries s'en devenaient de plus en plus extrêmes. Sa consommation de drogue s'intensifiait et le personnage de Gigi Allen était pleinement en action. Le monde allait découvrir de façon informelle l'icône la plus folle du punk. Après ce concert, Alan a enregistré de la musique avec un autre groupe, les Texas Nazis. Sa musique était alors plus intense, plus contre-culturelle et très différente de celle d'il y a 5 ans. C'était un contraste marqué et reflétait bien la situation de Gigi dans sa carrière singulière. En 1989, Gigi Allen a été arrêté pour agression sur une amie et emprisonné du 25 décembre 1989 au 16 mars 1991. Durant cette période, Gigi Allen a formé les Murder Junkies, le groupe le plus célèbre et controversé auquel Alan a appartenu. Il a également écrit le manifeste de Gigi Allen pendant son séjour en prison, une sorte de déclaration de mission qui détaillait les opinions d'Allen sur le monde de la musique, le climat politique en Amérique et les raisons de sa nature non conformiste. Dans le manifeste littéral, il écrit « Si tu crois au véritable underground du rock'n'roll, alors c'est maintenant qu'il faut agir. Le moment aidant est venu de renverser la situation actuelle et de déclarer la guerre aux maisons de disques, aux stations de radio, aux publications et à tous ceux qui promeuvent la soi-disant scène telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous devons tout détruire et le reprendre des mains des imposteurs corporatistes et des conformistes. Mais il faut agir maintenant et du sang doit être versé. » Gigi avait clairement une vision précise de ses objectifs et de la façon de les atteindre. Libéré de prison, il a violé sa liberté conditionnelle. Presque immédiatement, il est parti en tournée avec son nouveau groupe. C'est à cette époque qu'un jeune réalisateur ambitieux a manifesté son intérêt pour réaliser un documentaire sur Gigi. Ce réalisateur était Todd Phillips. Il est parti en tournée avec le groupe et a filmé certains des moments les plus étranges de Gigi Allen. Cela montrait son côté dépravé ainsi qu'un aspect légèrement différent, un Gigi plus articulé, plus calme, plus sobre, qui réfléchissait quelque peu à ses actes et, du moins dans son esprit, justifiait son comportement. C'était sans doute le meilleur documentaire sur Allen. Il n'est pas étonnant que Todd Phillips soit aujourd'hui aussi célèbre. Ironiquement, son plus grand succès au box-office traitait d'un autre fou dépravé haïssant la société. Mais je m'égare. À ce stade, Gigi Allen était un musicien notoire et, on pourrait dire, célèbre ou tristement célèbre. Il remplissait les salles, faisait la une des journaux partout où il allait, et il s'est retrouvé sur plusieurs talk-shows pour discuter de ses frasques, comme chez Geraldo et dans The Jerry Springer Show. En 1993, Allen est apparu dans l'émission de John Whitney lors d'une interview désormais célèbre. Malheureusement, ce sera la dernière interview de Gigi à la télévision car ce même mois, il décédera. Quelle est votre idée ultime d'une performance fantasmée? Oh, ce n'est pas une performance fantasmée, Jane. Allez, tout ce que je fais est réel, ça vient de ma tête. Je vis ça chaque jour. Sur scène, c'est ma thérapie, un rituel, pas une performance. Et la performance ultime serait quand j'aurai atteint mon apogée et je n'y suis pas encore, alors ne m'applaudissez pas quand je dis ça. Je me suiciderai, mais j'emmènerai vos enfants avec moi. Lorsque tu atteins ton sommet, il faut mourir. Et quand penses-tu que ton apogée arrive? Dès que la bataille est terminée, dès que tu as perdu la force de te battre. Quand tu as la force de te battre, tu te bats. Quand tu perds cette force, tu te tues ou je te tue. Es-tu une personne heureuse? Je suis beau. Gigi a toujours affirmé qu'il allait se donner la mort sur scène dans un ultime acte de défi et de performance. Mais cela ne s'est pas produit. Peut-être si Gigi Allen avait vécu plus longtemps, mais il est mort le 28 juin 1993 après un concert à Manhattan. Le spectacle était assez normal selon les critères de Gigi Allen. Il a chanté, mais pendant le deuxième morceau, la salle a coupé le courant pour empêcher Allen de jouer. Il a saccagé le club, déféqué sur scène et s'est battu avec les membres du public, jusqu'à finalement sortir et errer sans but dans les rues de Manhattan. Un petit nombre de ses spectateurs ont suivi sa trajectoire imprudente alors qu'il essayait, sans succès, de prendre un taxi à plusieurs reprises et qu'il a erré pendant environ 1 heure avant d'arriver finalement à l'appartement de son ami Johnny Puke.
À l'appartement, Gigi, ses camarades de groupe et quelques-uns de ses fans ont fait la fête pendant des heures. Et pendant ce temps, Alan a pris une grande quantité d'héroïne et a fait une overdose accidentelle. Plus tard, quelqu'un a appelé une ambulance, mais c'était trop tard. Gigi a été déclaré mort sur place. Il avait 36 ans, c'était fini. La vie folle de Gigi était terminée, mais la fête ne s'est pas arrêtée là. Lors de ses funérailles en Antoche Feliz Emain AC 36, on a demandé au croque-mort de laisser le corps d'Alan tel quel, en train de se décomposer et de pourrir pendant que ses amis faisaient trop la fête autour de son corps, prenaient maintenant de la drogue, poséant avec le cadavre et faisaient exploser sa musique. Gigi a été enterré avec une bouteille de Jim Beam et un casque diffusant The Suicide Sessions, album que Gigi Allen avait enregistré 4 ans auparavant. C'était une façon étrange mais appropriée pour Gigi de partir. Alan ne deviendrait que plus célèbre à cause de cela, et même s'il n'était pas aussi connu que certains de ses contemporains, son succès était tout simplement phénoménal. Un toxicomane quelque peu perdu, autoproclamé dégénéré, s'était frayé un chemin jusqu'au panthéon du punk, et il ne voulait probablement même pas y être. Sa vie a peut-être pris fin, mais son héritage serait discuté pendant des décennies d'une manière comique mais presque respectable. Quoi que vous en pensiez, à sa mort, il avait déjà marqué le monde de la musique. Le voici dans un cercueil, le groupe réuni autour. Gigi toujours. Chante. Gigi vite. As-tu vu Gigi? As-tu vu Gigi en direct? Oh non, j'avais trop peur. Expérience incroyable. J'aurais pu y aller. Je savais qu'il jouait, mais je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas pu parler de beaucoup de choses sur cet homme. Comme son incroyable discographie qui s'étend sur 2 décennies, avec plus de 30 albums et plus d'une douzaine de groupes. Comme le fait qu'il ait été en contact avec Johnny Cash ou que des célébrités et artistes comme Kurt Cobain, Hank Williams III, Lil Uzi Vert, Eric André et des centaines d'autres artistes parlant de lui, que ce soit en bien ou en mal. Ou même le fait qu'il ait eu une relation étrange avec le tueur en série John Wayne Gacy, à qui il écrivait et rendait visite à plusieurs reprises. Gacy a même admis être un fan d'Alan et a peint la pochette de l'un de ses albums. Ces anecdotes ne sont que des notes de bas de page dans la carrière d'Alan, illustrant tout ce qu'il a accompli en peu de temps. Vu son enfance difficile, les abus subis et le manque de ressources, il est impressionnant de voir ce qu'il a accompli. Cela n'excuse pas ses actes, mais cela aide à mieux comprendre un personnage aussi étrange et bizarre. Certains le percevaient non comme un dégénéré violent et antagoniste, au potentiel gâché, prenant sans cesse de mauvaises décisions délibérées. C'était un musicien passionné, un écrivain talentueux et un homme articulé mais incompris. Vous pouvez le résumer comme vous voulez, l'aimer, le détester, l'approuver ou le critiquer. La réalité, c'est qu'il ne s'en serait probablement pas soucié de toute façon. Vous savez, quand mon heure viendra, et comme je l'ai dit, si vous accélérez la mort, si vous cherchez la mort, vous accélérez la vie, ce qui est en fait vrai. Parce que vous vivez si vite et que vous mettez tellement de temps, tant d'années en si peu de temps. Si je devais mourir demain, j'aurais probablement quand même vécu plus d'années que la plupart des gens. C'est donc la façon dont je choisis de le faire. Comme je l'ai dit, tu t'allonges sur la route, tu t'assois, tu dis ce que tu as à dire, tu fais connaître ton objectif, puis tu pars. Et c'est tout pour le 2e épisode de Musicien Morbide. Merci beaucoup d'avoir regardé. Tout comme pour le dernier épisode sur Robert Johnson, je vais laisser un document en lien ci-dessous où vous pourrez trouver toutes les vidéos présentées, la musique utilisée, ainsi que des lectures complémentaires comme des documentaires et des livres que je recommande si vous voulez en savoir plus sur Gigi Allen. Je laisserai également une playlist en lien ci-dessous. Souvent, ce sont des personnes citées comme source d'inspiration pour Gigi Allen, donc ne soyez pas surpris de les retrouver. Je trouve que c'est une playlist intéressante et un bon début si vous voulez écouter la musique de Gigi. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer le prochain épisode. Je publie chaque semaine des listes sur ma 2e chaîne, à consulter si vous voulez. C'est tout pour l'instant. Je vous retrouve dans le prochain épisode de Morbide Musicien.